Mais je vous donne donc le compte-rendu de notre bureau politique. Comme d'habitude, on a abordé quoi? On a abordé les trois conventions qui maintenant vont nous permettre de déployer, de définir les contours principaux de notre projet et les arbitrages qui sont en cours, puisque, comme vous l'avez dit Jean-François Copé, nous nous réunissons à peu près à un rythme de 2 fois par semaine, c'était le cas hier, ce sera le cas cet après-midi, dans un comité de pilotage qui regroupe toutes les personnalités du mouvement UMP et toutes les sensibilités, pour arbitrer entre les principales mesures. Et donc les conventions que nous allons déployer, qui sont sur les thèmes qui n'ont pas changé, la crise nous a juste fait inverser un ordre de priorité. Donc nous avons le thème du courage, qui recouvre tout ce qui est la dette, la maîtrise des déficits, le nouveau modèle de croissance économique et le nouveau modèle social français, adapté au nouveau contexte international. La convention sur le rassemblement, qui recouvre les questions régaliennes de sécurité, d'immigration, et sur lequel nous voulons faire un focus sur les droits et les devoirs, l'UMP, le Parti des droits et des devoirs, et la question des valeurs qui doivent être au centre de la campagne présidentielle de notre point de vue, et la dernière qui concerne tout ce qui est question internationale et Europe et place de la France dans l'Europe et dans le monde, et donc politique internationale et de défense. Donc nous avons juste inversé l'ordre de ces conventions, puisque la première convention aura lieu mardi 22 novembre à Lambersart, chez moi, sur le courage. On a estimé que, compte tenu de la situation internationale, nous devions répondre à la première préoccupation des Français, qui est comment le navire France affronte la tempête monétaire, financière des marchés, et la question évidemment de la maîtrise des déficits, ce qui suppose d'anticiper les choses et de définir des nouveaux modèles de croissance économique et sociaux. Donc cette convention se fera dans l'agglomération lilloise, dans une charmante ville qui s'appelle Lambersart, de 29 000 habitants, qui est à 2 pas de Lille, et qui est exactement à 7 minutes en voiture de la gare TGV, elle-même étant à 1 heure en train de Paris. Donc je pense qu'on pourra arriver à ce qu'on ait quand même une mobilisation satisfaisante. La seconde se fera 8 jours plus tard à Lyon, sur la question du rassemblement, donc des thèmes plus régaliens. Et la dernière, c'est quand? C'est le 4 ou le 5 décembre? Le 6 décembre, à Marseille, comme prévu, sur les questions internationales, européennes et de politique de place de la France dans le monde. Voilà sur les trois conventions. On les a donc abordées ce matin, en expliquant un peu le format qui va être celui de ces conventions, et notamment le fait que nous voulons quelque chose d'assez interactif, comme on l'avait, je pense, à peu près réussi à le faire dans la convention qui dénonçait le coût du programme socialiste et de François Hollande. Et donc nous allons avoir un panel à chaque fois d'une dizaine de militants UMP qui vont interpeller une dizaine de personnalités, ministres, secrétaires nationaux, responsables des politiques de notre parti, sur les questions fondamentales, ce qui aboutira en gros à peu près dans chaque convention à 3 tables rondes avec ces questions interactives, et avec Bruno Le Maire en charge du projet, qui sera non pas le monsieur loyal, ce sera sans doute Valérie Rousseau-Debord qui les animera, ces conventions, mais l'homme qui synthétise et qui met l'accent sur les principales propositions que nous aurons donc arbitrées entre-temps. Voilà la mécanique projet de l'UMP. Deuxième sujet que nous avons abordé, le congrès des maires, puisque c'est un enjeu qui n'a échappé à personne. Nous avons bien noté que le Parti socialiste allait nous faire une proposition de loi au Sénat pour supprimer les conseillers territoriaux, et donc nous allons un petit peu parler, notamment la semaine prochaine et la semaine d'après, dans nos points presse, de ces questions territoriales, pour bien expliquer l'intérêt de toute une série de volets de cette réforme territoriale,
et aussi le fait que, que le président des maires, Jacques Pélissard, a déposé lui aussi une proposition de loi beaucoup plus réaliste que celle des socialistes sur les questions d'organisation et de gouvernance des territoires. Nous avons abordé aussi, en réponse à des questions, le trou d'air de M. Hollande. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est des grands quotidiens. Et donc, nous nous sommes un peu... Des fois, ça sert. Ça peut, de temps en temps, oui. Pour une fois, ça peut servir. Et donc nous avons un petit peu travaillé sur les questions d'argumentaire là-dessus, puisqu'on continue à constater, intervention après intervention, que M. Hollande est toujours dans le film Avatar, puisqu'il pense qu'il a gagné l'élection présidentielle, qu'il dit déjà « je suis le futur président », que d'ailleurs son ex-compagne est, paraît-il, la future présidente de l'Assemblée nationale avant même d'avoir été candidate à l'élection législative, dans une circonscription qui n'est pas la sienne. Et donc nous nous intéressons bien à ce film Avatar et qu'on va essayer de revenir au film réel et de rappeler en boucle les trois questions principales que nous ne cessons de poser, qui sont: que va faire le Parti socialiste pour la retraite à 60 ans? Comment assume-t-il les dépenses de 245 milliards, dont les 60 000 postes d'enseignants, à comparer aux économies de plus de 60 milliards qui sont prévues dans le plan Fillon pour résorber la dette, c'est-à-dire un écart de 300 milliards entre ce qu'il propose en dépenses supplémentaires et ce que nous proposons en économies supplémentaires. Et puis, la question de sortie du nucléaire, qui vont être quand même trois angles sur lesquels nous avons des positions radicalement différentes. On a abordé aussi en débat, mais sans grosse difficulté, la question du plan Fillon et de la manière dont il a été ressenti dans les circonscriptions des uns et des autres et dans les départements, mais plutôt avec un débat très positif. Et on a abordé aussi Éric Ciotti qui est en train de faire une tournée sur les questions de sécurité des 38 propositions de Terra Nova, avec des choses assez abracadabrantesques, comme aurait dit Chirac, c'est-à-dire qu'on propose de moduler la DGF des communes. Moins il y aura de policiers municipaux dans les communes, moins les communes toucheront de l'argent de l'État, ce qui est une bonne manière, évidemment, de garantir la sécurité de proximité dans les territoires. On a comme ça relevé un certain nombre de choses. Voilà ce que je peux vous dire sur l'essentiel de ce que nous avons dit ce matin, en restant... Jean-François Copé a demandé à ce qu'on fasse, et s'est organisé dans les différentes fédérations de l'UMP, une semaine de l'engagement, qui est donc animée par Roger Carucci, avec une série de nouvelles affiches qui nous arrivent. Oui à la sécurité, non au laxisme. Oui à la laïcité, non à la burqa. Oui au travail, non à l'assistanat. Oui à la solidarité, non à la fraude. Et je crois en la France. Et donc, il va y avoir, pendant cette semaine du 11 novembre, arriveront dans nos fédérations toute une série d'opérations, puisque nous constatons, là, depuis 8-10 jours, à nouveau une recrudescence forte des adhésions, et que nous voulons conforter cette dynamique. Michel Tabarot ayant présenté pour sa part le plan de formation qui se déroule comme prévu dans les différentes régions de France, sans difficulté. Et je conclus en vous disant que nous allons également lancer une action importante autour de la proposition socialiste visant à instaurer le droit de vote et le droit d'éligibilité pour les étrangers dans les élections, pour les étrangers qui ne sont pas membres de la communauté européenne. Et donc nous allons lancer une campagne qui est soutenue unanimement par toutes nos composantes, y compris la mienne, sur le principe qui consiste à dire que le droit de vote aux élections et la capacité d'être élu, l'éligibilité, sont pour nous consubstantiellement liés à la question de la citoyenneté. Et je vous renverrai vers un discours que M. Roger connaît bien, puisqu'il l'avait relevé dans une de mes interventions sur la nationalité, que M. Bayrou a fait lorsque Mme Guigou a présenté
sa loi, son projet de loi sur la nationalité, où M. Bayrou, Je le connais par cœur. vous le connaissez par cœur, a fait un discours Je me le récite tous les deux. digne de Normal Sup, c'est pour ça que je l'ai repris, dans lequel il étaye complètement notre thèse et qu'il explique que vraiment l'éligibilité, avec des citations remarquables d'auteurs célèbres, hein, vraiment, pour ceux qui aiment les grands discours, on n'a pas besoin d'en dire plus. Donc nous allons faire cette campagne parce que nous La campagne va être faite à partir de ce discours? Non, ça c'est du Daubresse, vous comprenez, moi j'ai toujours mon tropisme centriste, mais moi je vais l'utiliser ce discours parce qu'effectivement il renvoie, on ne veut pas évidemment stigmatiser, la question n'est pas de stigmatiser les Français ou de les opposer entre eux, la question pour nous est une question fondamentale et de principe, qui est de dire pour nous, quand on veut voter une élection, on sollicite la nationalité pour pouvoir voter, et pour nous, quand on doit être éligible à une élection, il faut qu'on puisse avoir la citoyenneté française. Voilà, je vous ai résumé les débats de ce matin, sachant que nous continuons nos conventions. La semaine prochaine, par exemple, nous avons une convention importante sur le logement, animée par Marc-Philippe Daubresse et Benoît Apparu, qui donc sont des gens qui connaissent à peu près le sujet. Oui. Monsieur Daubresse, un événement politique ce matin, Hervé Morin annonce qu'il annoncera sa candidature le 27 novembre. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet? Oh, pas vraiment, vous savez. Écoutez, moi ce que je constate, c'est que il y avait dans la mouvance centriste, l'alliance républicaine, écologique et sociale qui avait été cofondée notamment par Hervé Morin et Jean-Louis Borloo, une volonté qui se serait concrétisée fortement si Jean-Louis Borloo avait décidé d'être candidat. Ça n'a échappé à personne. Jean-Louis Borloo, pour les raisons qu'il a exposées, a décidé de ne pas être candidat. Je constate, pour rester en contact constant avec mes amis centristes, qu'il n'y a pas d'adhésion à la candidature d'Hervé Morin de la part de ses propres troupes, si je prends notamment les parlementaires du Nouveau Centre et encore moins les parlementaires radicaux. Donc bon, Hervé Morin décide d'annoncer ça, c'est évidemment sa liberté, on est en démocratie, vous avez vu qu'il ne décollait pas dans les sondages et que quand il dépasse même pas les 2% depuis des mois, bon, c'est sa liberté d'annoncer ce qu'il veut. Je pense que de toute manière, et d'ailleurs la réunion que M. Borloo a fait au siège du Parti radical hier, démontre bien que le choix, il est entre les deux principaux candidats à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc l'UMP ne va pas utiliser le trésor d'imagination pour faire renoncer Hervé Morin? L'UMP fera aucun commentaire sur la question de cette candidature. M. Morin est quelqu'un qui a fait partie en plus de l'équipe gouvernementale. Il faudra qu'il explique comment il peut incarner une différence alors qu'il a été solidaire de la quasi-totalité des choix du gouvernement des gouvernements successifs de François Fillon et qu'il n'est même pas soutenu par ne serait-ce qu'une majorité des parlementaires qui incarnent cette tendance au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais après, je pense qu'on ne va pas... Vous savez, c'est comme dans chaque élection présidentielle, les faits s'imposeront d'eux-mêmes. Est-ce que, par ailleurs, vous y voyez peut-être un risque de 21 avril à l'inverse, il y a une multiplication des candidatures à droite? Jean-François Copé a toujours dit les choses, je pense, avec clarté là-dessus. On doit rester vigilant sur ce risque. Il est clair, tous les instituts de sondage vous disent que Mme Le Pen, qui oscille entre 18 et 20% dans les sondages actuellement, le Front National dans les différentes élections présidentielles est au-dessus aujourd'hui en intention de vote de ce qu'il était dans les élections présidentielles. Donc ce risque existe. Bon. Pour autant, au fur et à mesure que nous revenons dans la vraie vie et nous sortons du film Avatar où M. Hollande est filmé derrière sa voiture pour montrer comment il va rentrer à l'Élysée, on se rend compte que, et sur le terrain c'est très perceptible, et nos parlementaires nous le disent fortement depuis 8-10 jours, que le sujet de la crise, à juste titre, monopolise les inquiétudes, les attentes, les questions des électeurs, et que le choix réel se concentre sur les deux principaux candidats.
candidat, ce qui se confirme sondage après sondage. Pour autant, il ne faut pas baisser, la garde. Moi, ce que je constate, vous savez, j'ai fait un débat la semaine dernière à la télévision face à un des proches de Marine Le Pen, parce qu'elle était à Washington. Ce que je constate, c'est que dans ses argumentaires de campagne, elle était essentiellement sur la Grèce, la sortie de l'euro, et donc sur des thèmes internationaux, et qu'il y a eu un silence assourdissant de Marine Le Pen pendant la crise qu'on a traversée. Donc, quand on dit que M. Hollande a un trou d'air dans sa campagne, je pense que Marine Le Pen, c'est plus qu'un trou d'air actuellement. Pour autant, les inquiétudes, les peurs étant là dans ce monde qui est effectivement un monde inquiétant et troublé, on sait bien que les risques de populisme existent plus dans ces périodes-là et que les partis qui ont fait leur fonds de commerce électoral sur la peur restent à un niveau élevé. Donc il faut rester vigilant. Pour autant, pour l'instant, nous ne constatons pas de poussée forte du Front National dans les sondages. Mais on ne baisse pas la vigilance. Donc nous répondons sur certains sujets. Je pense que la convention qui va se faire à Lyon sur le rassemblement apportera un certain nombre de réponses, et c'est aussi pour ça que nous voulons dénoncer la proposition de loi socialiste qui est contraire à un certain nombre de valeurs que nous assumons, et que le faisant avec notre discours et en faisant appel à nos valeurs, nous pensons que nous serons mieux entendus que ceux qui le font en stigmatisant l'étranger ou en essayant de créer la haine ou voire la xénophobie. François Hollande qui réunit aujourd'hui les économistes pour un petit peu peaufiner son programme économique, c'est de nature à vous inquiéter Ça montre qu'il a quand même besoin de réinitialiser son logiciel, quoi. On voit bien que tout ce que nous avons dit dans notre convention sur les 245 milliards, les atermoiements sur la question du nucléaire avec des problématiques majeures, à la fois sur le pouvoir d'achat des Français, sur les niveaux d'investissement qu'il faudrait faire pour aller en plus vers des technologies qui ne sont pas les plus propres de la planète, et ensuite la question sur l'emploi que vient de mettre en exergue M. Proglio pose problème. Et puis aussi on voit bien que dans ces chiffrages, je veux dire, quand on parle de l'éducation nationale et des 60 000 postes d'enseignants, il faudrait commencer par apprendre à compter, parce que quand on embauche 12 000 postes, l'année suivante c'est 12 000 plus 12 000, l'année suivante ça s'appelle 12 000 plus 12 000 plus 12 000, ça s'appelle une suite arithmétique en programme de seconde, et donc M. Hollande devrait réviser le programme de mathématiques de seconde, parce qu'il ne sait pas très bien compter. Donc c'est normal qu'il s'entoure d'économistes, je pense. C'est flou et c'est mou, comme disait Madame. Est-ce que vous pensez aussi à l'UMP que les socialistes ont pris le pouvoir par une fraction 97 Jean-François et Luc Châtel ont dit 2 mots là-dessus hier à la Convention sur l'éducation. Bon, François Barois est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a toujours été un homme qui manie le verbe et la polémique. Vous savez, moi j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale avec François d'ailleurs. Donc j'ai entendu beaucoup de choses depuis des années dans cette enceinte. Il y a une tradition de parole à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une mise en cause personnelle. Bon. François a eu un mot polémique. On voit bien que parce que les socialistes sont dans une période de flottement sur le fond, ils essaient, ce qui est classique à l'Assemblée nationale, de remettre les choses sur la forme. Mais on a connu d'autres mots quand on entendait vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Bon, c'est peut-être du même acabit. Ou quand M. Jospin a fait sa sortie sur l'esclavage. Bon, l'Assemblée nationale résonne toujours de ces moments de chaleur et de passion. Nous, on n'a pas de commentaires spécifiques à faire là-dessus. Je veux dire, François assume ses paroles. Et, pour autant, bon, M. Jospin, il a été élu dans les urnes, bien sûr. Donc c'est la tradition, pas question de s'excuser. Bah, écoutez, ces sujets-là, il appartient. Quand vous savez, moi, Jean-François, Hervé, moi, on a été ministre. Quand vous êtes dans le jeu des questions à l'Assemblée nationale et que vous évitez de
de lire votre papier, ce qui est le cas d'un certain nombre de ministres, ben, vous êtes dans cette ambiance-là. Bon, il appartient au ministre de savoir comment il distille ses propos. Est-ce qu'on est dans la polémique classique ou pas? Bon, les socialistes nous ont fait la veuve outragée. Bon, on n'est pas dupe de leur attitude. Bon, pour autant, à la question est-ce que le gouvernement de M. de Jospin en 97 était légitime, la réponse est oui, il est sorti des urnes. Mais pour autant, est-ce qu'il faut empêcher des tribuns de l'Assemblée nationale ou des ministres de pouvoir s'exprimer avec la fougue qui est inhérente au débat politique? Je ne le pense pas. Vous dites qu'il y a une recrudescence des adhésions à l'UMP. Oui. Vous avez plus de chiffres et une explication? Non, on pourra vous donner des chiffres, et Jean-François le fera, puisqu'il le fait régulièrement, après notre campagne que nous lançons là, dans les 8-10 jours. Et comment vous l'expliquez? Ben, on l'explique, moi je l'explique aussi sur le terrain. J'étais encore hier à Lille avec Eric Ciotti dans une réunion sur la sécurité. On ressent très très fortement depuis 10 jours que l'impact de la crise, la manière dont le président de la République a géré cette affaire avec Angela Merkel, les inquiétudes qui nous sont venues de toutes parts quand M. Papandréou a proposé son référendum, où il avait tout à fait la légitimité de le faire, sauf qu'il fallait qu'il accepte les conséquences de ce référendum. La Grèce reste dans l'euro ou ne reste pas dans l'euro. Les inquiétudes des habitants sur tout ça font que la manière dont le président de la République tient fermement la barre du navire produit des effets que vous ressentez dans les sondages et qu'on voit bien en face, qu'il n'y a pas beaucoup de colonne vertébrale et que si on était affronté à une très très grosse tempête, ce qui est tout sauf exclu, les gens se retrouvent plutôt dans la capacité du président de la République à mener ce navire France. Bon, voilà, je pense aussi que le fait que le président de la plus grande nation du monde, les États-Unis d'Amérique, vienne dire à 4 reprises ou 5 reprises ce qu'il n'est pas obligé de faire, combien il admire le leadership et l'énergie du président de la République, ça contribue aussi à relancer des dynamiques dans notre camp avec des personnes qui parfois avaient été un peu désorientées par certaines réformes qu'on avait dû faire, mais qui voient mieux le sens de tout ça. Donc, la crise continue, quoi. Comment ? Pourvu que la crise continue. Non. Pourvu qu'on sorte de la crise pour démontrer que l'UMP, le président de la République, le gouvernement sont les mieux à même de protéger et de préserver l'avenir de nos enfants, ce qui sera le fil rouge de nos conventions. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fuite de fichiers UMP ou qui n'était pas un fichier UMP? On en a parlé à Christian Jacob ce matin qui a porté plainte, vous l'avez vu dans une dépêche, on ne sait pas du tout, bon, ce sont des hackers qui vont chercher... donc le fichier des principaux élus ou personnes en charge à l'UMP se trouvait sur un serveur qui était normalement protégé. À l'évidence, ce serveur a été fracturé par effraction et donc un certain nombre de téléphones de numéros de téléphone ont été divulgués. Évidemment que des personnalités ou des ministres ont eu des tas de coups de fil depuis hier. Bon, ça aboutira à des changements de numéro de téléphone. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais la seule manière d'y répondre, c'est une plainte en justice qui permette à la justice de savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'on est dans un monde numérisé sur lequel on voit bien que la question non pas de doter des libertés à Internet, qui est un outil formidable, mais d'une certaine réglementation pour garantir une certaine éthique sur l'ensemble de ces nouveaux médias, se pose avec acuité, mais on a fait des propositions dans notre convention numérique là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu comme style d'appel, par exemple? Jean-François Copé a reçu plusieurs dizaines d'appels hier soir. J'étais avec Eric Ciotti à Lille et on a repris le train hier soir. Il en a reçu quelques-uns. Vauquier en a reçu, d'autres en ont reçu. Bon, qui sont des appels où les gens s'amusent un peu, ou voire s'injurent. Comment? Vous avez des injures, vous avez des gens qui emploient un langage qui ne les honore pas, et puis vous avez des gens qui s'amusent, voilà. Bon, parce qu'évidemment, quand c'est diffusé sur des sites, on utilise tout ça. Mais vous savez, on a l'habitude. Hein.
Quand vous êtes, moi je suis très beaucoup sur Facebook, et sur Facebook, comme vous avez un site par mail, vous recevez des tas de mails, il faut gérer tout ça. Alors soit vous décidez de tout mettre à la poubelle, soit vous décidez de faire un peu de polémique et de répondre. Moi c'est plutôt mon style, ça finit par se calmer. Quand vous êtes meilleur que celui qui veut vous en mettre une, généralement il reste au tapis puis il s'arrête. 1 millier de personnes à l'UMP vont pouvoir Chacun fera ce qu'il chacun fera ce qu'il croira devoir faire. À ma connaissance, il n'y a pas 1 millier de personnes qui ont reçu des appels. Les données qui sont là-dessus sont des données essentiellement de sites mail ou de numéros de portable. Il n'y a pas de données personnelles, confidentielles en dehors de ça.